Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'une invitée surprise. Alors surprise parce que je n'étais pas certain jusqu'à ce matin encore qu'elle puisse nous faire l'honneur d'être présente parmi nous. Ça a été évoqué par un certain nombre d'entre vous, l'importance de l'apport scientifique. Et je suis vraiment très heureux d'accueillir Madame Valérie Masson-Delmotte. Alors je vais essayer de vous lire toute sa carte de visite et ses nombreux titres. Donc paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le climat et coprésidente encore pour quelques jours du groupe 1 du GIEC. Merci Madame Masson-Delmotte d'être parmi nous et la parole est à vous. Bonjour. Bonjour et un immense merci en fait pour l'organisation de cet événement, pour la qualité des échanges, climat, médias et au milieu la question aussi de la place de la science en fait dans le traitement de l'information. Donc je voudrais partager quelques réflexions avec vous. Le fait que pour les chercheuses, les chercheurs dont je fais partie, notre mission c'est pas seulement de produire des connaissances, c'est aussi de les partager. Et le contexte actuel, vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de l'état de la biodiversité, suscite de nombreuses réflexions même dans le cadre de la communauté scientifique, pose la question de l'engagement des scientifiques. Le comité d'éthique du CNRS vient d'ailleurs de rendre un avis qui reflète ces interrogations éthiques et je pense que les réflexions sur le rôle des médias, c'est aussi une réflexion éthique ancré dans voilà, la situation où nous sommes maintenant en 2023, avec cet enjeu éthique et cet enjeu de responsabilité. Je suis scientifique et je crois profondément à la dimension émancipatrice du progrès des connaissances. Vis-à-vis du changement climatique, c'est ce qui permet de donner sens à l'expérience vécue. Cette situation inédite, où notre capacité d'anticipation, de projection, elle pose la question de la manière dont on mobilise ces connaissances sur les futurs possibles, plausibles, par rapport à la manière dont on les intègre dans nos choix, ce qui est nouveau en fait, par rapport au contexte passé. Et enfin, les connaissances scientifiques, techniques, économiques, dans toutes les dimensions de la soutenabilité, qui éclairent chaque levier d'action, son potentiel, ses limites, ses coûts, ses effets indésirables, avec des enjeux considérables, d'être capable d'apporter des connaissances pour éclairer si une réponse dans un contexte donné pourrait être une adaptation efficace ou pourrait être une maladaptation créant de nouveaux risques, ou bien si un ensemble de mesures de politique publique, par exemple, peut conduire à une transition qui soit juste, perçue comme juste, ou au contraire, avec des effets indésirables, pourrait conduire à la perception de l'injustice, dont on sait que c'est un levier de l'acceptabilité des politiques publiques. Alors, sur ces aspects-là, c'est évident que les résultats scientifiques ne touchent la grande partie de la population qu'à deux occasions. La première occasion, c'est la formation initiale, et la deuxième occasion, c'est le traitement des connaissances scientifiques par les médias. Et ce traitement, les récits, jouent sur la compréhension, jouent sur la perception et font partie de l'apprentissage social. Quand j'ai commencé à préparer le rapport du GIEC de 2021, je me suis posé la question de le changer. Changer sa structure, changer la manière dont partager les résultats. L'influence humaine sur le climat, elle est sans équivoque. Donc, quelles sont les informations issues des progrès scientifiques qui sont utiles pour la société ? Comment les rendre visibles? Comment les partager de manière efficace? Comment structurer même l'évaluation scientifique, rigoureuse, exhaustive, pour le rendre le plus accessible possible? Alors, vous avez parlé de l'arrivée de Lionel Messi, lorsque ce rapport a été rendu public, mais j'ai une autre interrogation, parce que finalement, l'été dernier, l'été 2022, en Europe, on a eu une surmortalité de 60 000 personnes, d'accord, avec des vagues de chaleur intenses, un été très chaud. Je n'ai vu aucun portrait d'aucune de ces personnes. On a passé beaucoup de temps à parler de la reine d'Angleterre et de son rôle dans l'histoire. Mais aucune de ces 60 000 personnes, 70% de plus de 75 ans, beaucoup de femmes âgées d'ailleurs, je n'ai vu son portrait.
Donc ça pose aussi la question de ce que l'on choisit de rendre visible et ce que l'on choisit collectivement de ne pas voir d'une manière assez profonde. Les rapports du GIEC, en fait, ils soulignent la gravité de la situation, l'urgence à changer d'échelle et surtout la capacité à agir. Des actions pour le climat qui montent en puissance mais qui ne sont pas encore à l'échelle de ce qui serait nécessaire. Donc cette capacité à communiquer les leviers d'action, s'appuyer sur des études de cas, des retours d'expérience qui montrent comment partout dans le monde, des États, des collectivités, des entreprises, des individus sont porteurs de transformation, sont acteurs, pas témoins passifs d'un climat qui change, pas responsables de la situation actuelle. On a des responsabilités évidemment, mais capables de porter des transformations à différentes échelles. Et je pense que c'est là vraiment le défi le plus important qui est devant nous. Ça pose la question des trames narratives, des récits que l'on communique, avec, on le sait, différentes formes de récits qui conduisent à différents niveaux d'engagement. Les connaissances scientifiques, elles jouent sur une seule dimension, la dimension cognitive. Mais les récits, l'expérience humaine, elle va jouer aussi sur d'autres dimensions, plus émotionnelles, plus comportementales. Et les travaux des sciences sociales passés en revue dans les rapports du GIEC montrent que c'est cela, en fait, qui conduit à se voir comme porteur de transformation. C'est ni, en fait, les éléments des rapports du GIEC, ou quels que soient ces éléments scientifiques, ni l'expérience même vécue d'événements extrêmes graves, qui poussent à transformer ces pratiques, ces visions des choses. C'est le fait de se sentir faire partie d'un groupe qui, ensemble, expérimente, avance, change, renvoie un signal positif à ceux qui transforment les pratiques, les visions des choses. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension extrêmement importante d'apprentissage social. Mais au-delà de ça, la littératie climatique, alors je ne sais pas quel est le terme pour la biodiversité, il doit y avoir un équivalent, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire comprendre les causes, comprendre les conséquences, comprendre les implications et comprendre quels sont les leviers d'action pour un contexte donné, à un moment donné, dans un secteur donné, qui sont disponibles et qui peuvent être déployés, articulés. Je veux aussi souligner en fait la loupe qui est parfois déformatrice du traitement de l'actualité, qui a tendance à mettre l'accent sur les choses les plus aiguës et parfois rendre moins visibles les changements insidieux, chroniques, qui, tant qu'ils n'ont pas atteint des seuils de tolérance, passent sous les radars. Et donc l'importance de regarder les deux choses, en fait, bien sûr, l'effet aigu, mais aussi donner à voir ce qui est plus insidieux et qui passe sous les radars de la plupart des personnes. Le Haut Conseil pour le climat a rendu son rapport 2023 il y a quelques semaines. Il reflète aussi un autre rôle des scientifiques. Alors moi j'appelle ça, c'est pas très élégant, le rôle de chien de garde des politiques publiques, c'est-à-dire sur la base d'éléments factuels, partagés, reconnus, montrer ce qui avance, ce qui est mis en place, mais aussi arriver à montrer les limites, ce qui ne fonctionne pas, formuler des recommandations. C'est une autre forme de dialogue en fait entre les scientifiques et la société autour de cette évaluation de politique publique. Et peut-être simplement rappeler que l'année 2022 en France a été la plus chaude. Si le réchauffement planétaire dépasse 2 degrés autour de 2050, ce qui est simplement la poursuite des politiques publiques actuellement mises en œuvre, s'il n'y a pas un sursaut, si on n'agit pas plus rapidement, ce qui est possible, dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'année 2022, record, serait l'année moyenne. Et j'ai du mal, moi, à imaginer ce que serait en fait un record dans ce contexte-là. Donc, cette question en fait d'être capable de donner à voir les futurs possibles, et pas seulement des dystopies, mais aussi des futurs souhaitables. 2050. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir une société française qui est sortie des énergies fossiles, qui a construit en fait une agriculture résiliente, qui a renforcé les puits de carbone, en préservant aussi les écosystèmes et la biodiversité. Comment est-ce qu'on vit ? Donner à voir en fait que c'est un futur qui est possible, qui est plausible, mais qui a à construire et montrer à voir ce que l'on y gagne en termes de qualité de vie, en termes de bien-être, en termes de services des écosystèmes dont on dépend et qui sont souvent assez invisibles pour la plupart des personnes. Donner à voir l'histoire de réussite. En France, on a réussi à décarboner la production d'électricité, c'est un défi de le conserver. On a mis en place des politiques publiques qui ont réduit les émissions de gaz à effet de serre, comme dans une vingtaine de pays dans le monde, y compris en tenant compte du commerce mondial. Donner à voir l'adaptation qui a été mise en œuvre, qui permet d'éviter des dommages, mais qui reste à renforcer, compte tenu de l'ampleur en fait, des caractéristiques auxquelles on doit se préparer. Et puis aussi une histoire de solidarité,
parce qu'on n'a pas tous la même exposition entre territoires, les mêmes vulnérabilités face à un climat qui se réchauffe, montrer les solidarités qui ont déjà été mises en place et celles qui vont être renforcées pour que, en fait, on n'ait pas une société encore plus fragmentée, encore plus inégale, mais qu'on garde ce qui fait partie des fondements, je pense, de notre démocratie. Donc imaginez, en fait, ce que serait vivre dans un monde émission zéro CO2 net. Je pense que c'est important de voir quel pourrait être le point d'arrivée, et puis ensuite comprendre, dialoguer, débattre sur les manières d'y parvenir, parce qu'à chaque fois, la feuille de route, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y en a pas une seule. Elle ne peut pas se baser sur des éléments scientifiques, elle demande des choix, des délibérations sur la base d'éléments factuels, et surtout sur la capacité à doubler le rythme de baisse des émissions, notre défi, en fait, en France, pour chaque année qui vient. Donc, je souligne vraiment l'importance des médias pour finalement créer une forme de culture populaire autour du changement climatique, pas simplement autour des éléments de connaissance, mais comment est-ce que l'on peut agir collectivement à tous les échelons. Et cet aspect de culture populaire est très important. J'ai fait des tests, moi, pour voir ce qui touche les gens autour de moi. J'aime bien le tennis. Et donc, une amie m'avait demandé récemment, tiens, Roland-Garros, qu'est-ce que c'est les conséquences d'un climat qui se réchauffe pour un événement de ce type-là? Et donc, j'ai sorti juste les données météo, et j'ai montré en fait le nombre de jours à plus de 25 degrés, à plus de 30 degrés sur la période du tournoi. Et là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mes amis avec lesquels je joue au tennis, qui autrement ne me posaient jamais de questions sur ce que je faisais. Et donc ce côté-là, c'est-à-dire donner à voir en quoi en fait ça agit sur ce à quoi on tient, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive, je pense que c'est un vecteur assez formidable. On a une passion pour la gastronomie. Créer de la stimulation, manger mieux, manger en protégeant l'environnement, comment le faire bien, etc., dans tous les secteurs aussi de la vie quotidienne, pour souligner aussi ce côté de, je pense, défi entraînant, stimulant, et pour créer cette dynamique collective qui, je pense, est vraiment essentielle pour changer d'échelle dans l'action. Voilà, donc quelques points importants. On a souligné le déni qui est toujours là, qui prend des formes parfois extrêmement agressives. On a souligné aussi le cynisme qui est présent et qui, en fait, par des machines de désinformation, s'appuie sur des personnes de bonne foi qui ont des difficultés, en fait, à vivre en société et du coup qui s'en font les relais en permanence, notamment sur les réseaux sociaux. Donc apporter des éléments de réponse factuels, c'est important. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes de bonne foi qui sont perdues devant la masse d'informations. Donc les aider à comprendre pour un événement, un aspect qui peut être perçu comme clivant ou polémique, là où concrètement est l'état des connaissances, je pense que c'est important. On est aussi devant un contexte où la désinformation prend de nouveaux visages en Europe. Et notamment, elle tente à vouloir saper la crédibilité de chaque levier d'action. Un exemple récent au Royaume-Uni, la ville du quart d'heure, qui est une manière de penser les villes pour avoir des déplacements courts permettant de se déplacer entre les lieux de vie, d'études, de loisirs, de travail. Ça a été pris comme cible pour construire une désinformation extrêmement grave. Donc être capable d'anticiper cela, d'y répondre, la communauté scientifique est très désarmée, en fait, parce que c'est une construction d'une désinformation qui relève d'autres codes, en fait, que des aspects factuels. Donc donner à voir ces discours d'inaction, ces marchands de doute, cette désinformation, c'est aussi utile pour armer les citoyens d'esprit critique. Je vais juste terminer, en fait, sur le dernier volet. Dans un monde où le dialogue est difficile, en fait, ces informations sur le changement climatique, ces enjeux de transformation, ils interagissent avec des valeurs, avec des visions du monde qui sont très différents. Certains, par exemple, seront très sensibles aux questions de justice climatique. D'autres seront plus sensibles aux aspects d'innovation technologique ou de souveraineté. Et c'est important, en fait, de montrer à quel point, finalement, par rapport à ces multiples valeurs, comment chaque enjeu de transformation se positionne pour parler très largement, en jouant aussi, et c'est la dernière chose que je voulais mentionner, sur des choses qui nous relient. Et ce qui nous relie, c'est notamment des aspects liés à l'empathie. Donc tout ce qui permet de construire un dialogue avec des personnes qui ont des âges différents, des rôles différents dans la société, des dialogues qui soient constructifs, je pense que c'est un enjeu considérable pour la vie démocratique et notamment par rapport à ces enjeux de transformation. Et je vais juste terminer en citant en fait cette phrase que j'aime bien, que j'avais mise dans le rapport du GIEC sur 1,5 degré, cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « En ce qui concerne le futur, il ne s'agit pas de le prévoir, c'est vraiment le navigateur, enfin le pilote d'avion en fait qui parle,
Il s'agit de le rendre possible. Et le traitement des enjeux climat dans les médias, je pense fondamentalement qu'il joue un rôle clé pour rendre possible des transformations profondes dans la société. Donc un immense merci pour ce que vous faites.